Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour, nous revoilà, puisque donc nous étions tout à l'heure à l'école alsacienne pour enregistrer notre émission qui a porté uniquement sur le Liban et sur les rapports entre le Liban et la France, et nous sommes maintenant toujours à l'école alsacienne, juste après l'enregistrement de notre émission, pour échanger, comme c'est la tradition depuis maintenant 2 ans, avec le public venu ici, d'ailleurs, nombreux. Occasion de le remercier de nouveau. Monsieur, vous avez la parole. Oui, vous venez de faire une notice nécrologique intéressante sur Antoine Ruffnac. Il y a une autre notice nécrologique dont je voudrais que vous disiez quelques mots. C'est la mort du débat, de la revue Le Débat. Alors, parce que ça me semble un événement intéressant aussi. Il se trouve que j'ai pas plus tard qu'hier envoyé à ceux de mes camarades qui seront là vendredi pour l'enregistrement de la prochaine émission une note leur demandant s'ils souhaitaient que nous mettions au centre, enfin comme l'un des sujets de notre conversation de la semaine prochaine, non pas la disparition du débat en lui-même, qui est une décision éditoriale, mais les raisons pour lesquelles Pierre Nora et Marcel Gauchet ont décidé de mettre un terme à ces 40 ans de publication. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont pu dire dans leurs différentes déclarations, d'abord dans le texte que Pierre Nora a signé dans ce dernier numéro du débat, mais tout ce que dans les différents entretiens qu'ils ont pu avoir, ils ont pu dire sur l'état de l'éducation nationale, sur l'état intellectuel du monde politique et sur l'état intellectuel du monde médiatique. Ce sont des sujets énormes et je pense qu'en effet, il serait bon, d'une manière ou d'une autre, de les aborder. Peut-être ce n'est pas la bonne manière que de le faire la semaine prochaine entre 2 autres sujets ou avec un autre sujet. Peut-être qu'il faut y consacrer une thématique et, après tout, si j'ose dire, compte tenu pendant la... pendant la pandémie intellectuelle, pendant les ruines, rien ne presse. Pendant que les ruines, et que ça vaut sans doute la peine de prendre le temps. Il y a juste une chose que je dirais, qui n'est pas tout à fait une réponse à votre question, qui est que ici, toujours, franchement, depuis l'époque où nous étions diffusés par voie hertzienne jusqu'au moment où nous avons rejoint le monde des podcasts, nous avons toujours signalé la parution de revues, le débat, commentaire, esprit, les études, même quelquefois d'ailleurs les temps modernes qui ont aussi disparu. C'est quand même quelque chose qui peut provoquer soit la colère, soit l'ironie, que de voir à quel point tout à coup tout le monde médiatique s'intéresse aux revues dont il ne parlait jamais. Pour parler d'une autre revue à laquelle nous sommes aussi attachés, Commentaire, nous avons les uns et les autres ici passablement écrits et dans le débat et dans Commentaire et dans d'autres revues. Jean-Claude Casanova, qui a fondé et qui dirige Commentaire, qui a cofondé et qui dirige Commentaire, me disait qu'il avait d'un quotidien du soir 9 demandes de services gratuits qu'il avait honorées et qui n'avait jamais eu un article sur aucun des numéros. Il y a eu une époque où dans le monde il y avait une rubrique qui était consacrée aux revues. C'était d'ailleurs Yves Floren. Je me souviens de sa signature, je ne me souviens plus très bien de ce qu'il écrivait, mais je me souviens de sa signature. Il y avait, comme il y a une rubrique cinéma, une rubrique théâtre, une rubrique musique, il y avait une rubrique la revue des revues. Tout ça a disparu et vient en effet sûrement illustrer les propos amers, il faut bien dire, que Pierre Nora a pu tenir sur cette situation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet-là ? David Jaïs. Moi, j'ai peut-être une remarque, parce qu'au-delà des arguments convenus sur la numérisation et le fait que le débat n'a jamais fait sa transformation numérique, comme on dit aujourd'hui dans les cabinets de conseil, ou des remarques, à mon avis, discutables sur la crétinisation des élites dont ont parlé respectivement Pierre Nora et Marcel Gauchet, il y a une chose très importante qui a été dite par Pierre Nora dans son éditorial qui annonçait la fin du débat. C'était, au fond, l'idée qu'il y a une disparition
du concept de la revue généraliste, c'est-à-dire d'une revue articulée autour d'un sommaire organisé qui fait la place à des articles sur des sujets très différents et qu'on accepte de lire en entier avec cette dimension de sérendipité, de se laisser surprendre par des sujets auxquels on n'avait pas pensé ou sur lesquels on n'avait pas envie de lire. Et à l'inverse, Pierre Nora dit il y a eu une très forte augmentation de la demande d'articles à l'unité. Les articles qui sont disponibles en PDF, en ligne. Et en fait, cette remarque m'a fait repenser à une intéressante discussion qu'on avait eue avec Philippe et Lionel récemment avec Lou Wolf, qui produit une enquête sur les pratiques culturelles des Français, qui montrait qu'il n'y avait pas du tout un effondrement des pratiques de lecture, contrairement à ce qu'on entend souvent, plutôt même une augmentation de la consommation brute de textes. En revanche, il y a probablement une modification des pratiques de lecture et les revues généralistes qui sont structurées autour d'un sommaire organisé probablement en pâtissent. Je ne sais dire quels effets ça produira sur le débat public ou sur le corps social, mais ça me paraissait une des remarques les plus intéressantes que faisait Pierre Nora dans l'éditorial consacré à la fin du débat. Oui, l'idée de crétinisation des élites est peut-être inexacte. Il faut dire élitisation des crétins. C'est-à-dire, je pensais à ça, ou plus exactement en pensant à ça, je me remémorais une réflexion de Jean-Louis Bourlange qui disait autrefois les députés étaient des salauds élus par des cons, et maintenant sont des cons élus par des salauds. Il y a quelque chose de la modification, je crois, du rapport entre les hommes politiques et leur clientèle. Lionel Zinsou. Philippe, non, c'est une très bonne idée de faire une thématique sur les revues. C'est une très bonne idée d'inviter Pierre Nora et ou Marcel Gauchet. On ne pourrait plus inviter Michel Foucault, mais on sait comment ils s'étaient associés à la naissance du débat. Mais peut-être ça les convaincra de faire des podcasts, ce qui permet de lire l'équivalent du débat tout en faisant du yoga. Ce qui est excellent si on est bipolaire. Je fais à propos de la lecture, je rappelle, je ne sais pas, je vais d'ailleurs faire un petit sondage, si vous voulez bien. Parmi vous, qui utilise le compendium, c'est-à-dire le compte-rendu analytique de notre émission que nous publions chaque semaine sur notre site? Une minorité. Eh bien, ceux qui ne le font pas se privent d'une friandise. Sérieusement, c'est un moyen... Enfin, allez, jetez-y un œil, après tout, je conseille, là, mais jetez-y un œil. Si vous ne savez pas que ça existe, jetez-y un œil. Si vous savez que ça existe et que vous n'avez pas trouvé ça intéressant pour vous, ça, vous avez sûrement d'excellentes raisons. Une autre intervention, une autre question dans le public. Alors, il se trouve qu'il y a une loi qui fait que les interventions se font tantôt côté court, tantôt côté jardin. Merci. Christian Sorel. Alors oui, j'avais une question sur le Liban, donc à la fois aux partis des tendres, aux partis des moins tendres. Mais en fait, est-ce que les deux partis ne sont pas en partie responsables de la situation actuelle, dans la mesure où sur la diaspora, on sait que c'est la diaspora libanaise qui, en fait, pendant des années, a participé à cette pyramide de Ponzi pour permettre aux dettes libanaises de continuer à exister. Et de la même manière, est-ce qu'en fait, l'influence française ou le désintéressement d'une influence française n'a pas participé à ce que les élites se disent que de toute façon, si l'État était en faillite, bon, il y aurait la France, il y aurait un Macron qui arriverait pour sauver le Liban. Donc en fait, est-ce que ces deux filets de sécurité n'ont pas un peu participé au chaos actuel? Lionel Zinsou, pour les narquois. Est-ce que vous suggérez que ce côté tutélaire, protecteur des chrétiens d'Orient, etc., que sont les croisés français, comme disent les gens qui ne les aiment guère, est-ce qu'ils ont une responsabilité indirecte parce qu'ils sont en fait une sorte d'ultime recours? Moi, j'ai pas ce sentiment, mais je n'ai pas le sentiment non plus que le Liban soit failli. Il est un enjeu de lutte considérable. La finance publique, c'est pas très, très, très difficile à résoudre. C'est hyper technique. Il y a 8 milliards en négociation, 8 milliards de dollars par le Fonds monétaire
qui est décidé depuis 2018. Évidemment, ça fait la moitié du PIB, ce serait quand même bienvenu pour aider à restaurer les services publics. Et c'est important que la France, effectivement, soit une des avocates de cette cause et auprès du Fonds monétaire international. Et si les élites libanaises pensent ça, elles ont probablement raison. Je ne pense pas que ça explique leur laxisme que de savoir qu'ils seront toujours sauvés par la France ou par les systèmes multilatéraux. Mais simplement, comme aucune des réformes préalables n'ont été faites, cet argent n'est pas débloqué. Donc, si vous voulez, je pense que si la France peut aider, les élites libanaises n'ont pas tort de penser que de temps en temps, il faut compter sur des amis désintéressés, comme disait Nicole. Mais ce n'est pas une responsabilité de la France que d'être celui qui encourage le Liban à ne pas changer, puisqu'il sera toujours sauvé. Mais en réalité, tout ça, ça sera peu d'argent par rapport à ce que les Libanais eux-mêmes peuvent mobiliser. Et donc, ce n'est pas très cher de redresser le Liban. C'est si tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de service public, plutôt que parce qu'on n'a pas l'argent pour faire fonctionner les services publics, c'est là qu'on a un problème, si vous voulez. Il faut d'abord créer l'intérêt collectif à produire des biens publics au Liban. Et c'est ça que disent des millions de gens dans les rues. Et c'est raisonnable. Et je crois que la France l'a à peu près compris. Et c'est très intéressant. Peut-être que c'est une des retombées positives des Gilets jaunes que d'apprendre à écouter ce qui se passe au Carrefour. Michaëla Wiegel pour les narquois de l'étranger. Oui, je vais fonder un nouveau parti. Non, en fait, je pense que c'est très important ce que Lionel vient de dire concernant la retenue jusqu'à maintenant des aides, parce que depuis la conférence dite du Cèdre ou de la Cèdre, comment on dit, du Cèdre, du Cèdre, du oui. Cèdre, en 2010, en 18, effectivement, je lisais, ils n'ont même pas réussi à construire un site internet qui expliquerait les réformes qu'ils voudraient engager. C'est dire que et donc, ce que Nicole disait tout à l'heure aussi, que c'était honteux que les donateurs ne se soient pas plus mobilisés pour l'Allemagne, je peux dire c'est vraiment parce qu'on dit on attend déjà que ça bouge. Alors, c'est vrai, du côté allemand, on a l'impression que le réseau, les relations quand même très serrées et parfois clientélistes entre la France et le Liban n'ont pas aidé dans le passé à faire bouger les choses, pour les dire poliment. Donc effectivement, probablement que les deux, les bienveillants comme ceux qui regardent de l'extérieur, sont un peu responsables dans ce blocage actuel. Nicole, la tendresse Nisotto. Oui, non, mais là, moi, il faut quand même pas renverser les choses. Les responsables de la faillite libanaise, ce sont les élites politiques libanaises, point. Alors après, on peut dire que tout le monde se tranquillisait en disant de toute façon, ils ne nous laisseront pas mourir, le Liban est trop important pour l'ensemble des pays de la région, ils ne vont pas nous laisser. Bon, peut-être, mais enfin, le responsable, c'est quand même la classe politique libanaise. Et là, j'ai quand même deux points de nuance par rapport à ce que dit Lionel. C'est vrai que le plan du FMI n'est pas débloqué parce que les réformes ne sont pas faites, mais s'il faudrait aussi que le FMI arrête de demander systématiquement les mêmes réformes à tout le monde à partir d'un certain degré de financement. C'est exactement la façon dont ils ont ruiné les Grecs, non pas la Grèce, mais les Grecs, pendant 3 ans, qu'ils ont ruiné la petite bourgeoisie espagnole pendant 2 ans. Donc il faudrait non pas que les conditions de réforme du FMI, il faudrait que ces conditions n'augmentent pas la ruine des petits Libanais, alors que, comme vous l'avez dit vous-même, la diaspora est richissime. Et deuxième point, sur le fait que la diaspora possède beaucoup plus que le PIB de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un argument. Regarde, moi, j'ai été très étonnée quand Bruno Le Maire a dit pour la France, pendant le confinement, les Français ont économisé 80 milliards d'euros, je crois. Et il faudrait maintenant qu'ils le dépensent. Ben non.
Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a 80 milliards d'euros d'économies parce qu'on n'a pas pu vivre tout simplement pendant 3 mois qu'on va les dépenser. Donc je trouve que cette comparaison n'a pas de réalité économique. Même si la diaspora a 3 fois plus que l'État libanais, comment convaincre la diaspora de les dépenser pour le Liban? Je ne comprends pas. Nicole, Je ne suis pas le taux économiste. d'épargne des Français a bondi de 14 à 27% Ouais. pendant le confinement. Ça s'est produit à de nombreux moments de crise. Le taux d'épargne revient toujours à son niveau moyen de longue période. Il n'y a donc aucun doute qu'on va retomber à 14%, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun doute, ou tout moins aucun précédent historique, qu'on fasse de la surépargne à ce point, d'autant qu'en dehors des 80 milliards, les Français, nets de tout leur endettement, ont 1500 milliards d'euros d'actifs liquides en épargne. Il se trouve que les Libanais en ont plus, ce qui peut paraître un peu surprenant, parce qu'ils ne sont que 20 millions dans la diaspora. Ils en ont plus patrimonialement, parce qu'ils représentent des intérêts et des succès très impressionnants là où ils se sont établis. Et il n'y a donc aucun doute que si les conditions sont créées, on a là les ressources pour que le Liban se redresse. Il faut que les conditions soient créées. Et il n'y a pas que le Fonds monétaire. Ça m'inquiète d'ailleurs un tout petit peu pour la grande mission de la France, parce que c'était pas sous direction française, le Fonds monétaire international, quand on ruinait la petite bourgeoisie Absolument. espagnole Tout à fait. et qu'on martyrisait les Grecs. C'était pas une ministre française de l'économie qui présiderait une banque qui centrale très bien maintenant, connue. voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette émission, j'ai été une des rares à dénoncer depuis longtemps les conditions imposées par le FMI à la Grèce et à l'Espagne. Restons sur l'essentiel. Si dans la diaspora libanaise, il y a des gens qui se sentent de financer de nouvel esprit public, qu'ils ne se privent pas. Y a-t-il une autre question ou une intervention? Alors, je sens... Voilà, Monsieur. Christian, selon la loi que je disais tout à l'heure, c'est exactement de l'autre côté. Il faut quand même connaître les conditions de ce financement. Hein. Oui, bonjour et merci. On a parlé des relations franco-libanaises, un petit peu de l'Europe et très 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 peu des États-Unis. Donc je voudrais poser une question un peu politique-fiction. Si par bonheur John Biden remportait l'élection américaine, est-ce que ça pourrait changer la donne au Liban et dans la région, peut-être avec la Turquie également? En général, c'est Nicole qui voit dans le mar de café. Non, pas là, cette fois-ci. Lionel, Je réfléchis d'abord Michaela. avant de parler. Oui, nous sommes des grands producteurs de café. Donc. Écoutez, la réponse est un peu double. Il y a quand même pas mal de gens qui font remarquer que pas mal des tendances de la diplomatie américaine aujourd'hui, de l'administration Trump, avaient des précédents dans l'administration Obama. Et donc ça, ce serait... par rapport à l'optimisme implicite qu'on sent dans votre question, est-ce qu'on va revenir à la normale avec une autre administration? C'est pas absolument mécanique, j'ai l'impression. Une chose qui est frappante quand on parle avec des responsables américains aujourd'hui, c'est qu'ils vous disent, par exemple, sur la relation avec la Chine, c'est assez bipartisan. Il n'est pas sûr du tout que la très mauvaise relation qui s'est instituée, qui menace l'économie mondiale, le commerce international, etc., et certains équilibres géopolitiques, pas sûr qu'elle se calme. Et regardez ce que les États-Unis ont fait sur la Syrie sous Barack Obama, en laissant partir la France à découvert à partir du moment où la Syrie avait atteint la ligne rouge d'utiliser des armes chimiques contre sa propre population. Et où François Hollande a dit, bon, ben, on va appliquer ce qui est le consensus du Conseil de sécurité des pays de l'OTAN, etc. Et où Barack Obama a décidé qu'on n'interviendrait pas contre le régime Assad, bien qu'ait été franchie la fameuse ligne rouge. La France partie à découvert. Et de ce moment-là date une attitude américaine dont vous voyez quand même que sous le régime d'administration Trump, en Syrie,
on a, avec la même froideur, abandonné les Kurdes, qui venaient de jouer un rôle déterminant contre Daesh, en soutien des Occidentaux. Et donc il y a des toutes petites affinités de ce type entre une continuité des administrations qui rendent un tout petit peu plus inquiet sur le fait qu'il pourrait y avoir un changement et une amélioration drastique dans cette partie du monde. Quant à l'effacement palestinien, qui est quand même essentiel dans la question libanaise, qui est fondamental comme sous-jacent au fait que les Émirats établissent désormais ouvertement, même si c'était quand même un peu fait auparavant, plus discrètement, des relations directes, économiques, diplomatiques avec Israël. Ça, c'est des tendances lourdes. On ne voit pas tout d'un coup l'administration Biden revenir sur ce qu'est en train d'essayer de faire l'administration Trump comme mode de résolution des problèmes entre Israël et les Palestiniens, alors qu'Israël est de plus en plus ouvertement proche des pays du Golfe. Bahreïn vient de dire « Vous pouvez désormais survoler mon territoire dans la ligne commerciale d'El Al de Tel Aviv à Dubaï ou à Abu Dhabi, si vous voulez. » Est-ce que ça va changer fondamentalement sous une administration démocrate ? Je ne suis pas absolument certain. Nicole Nisotto ? Oui, non, j'ai rien dit d'abord parce que je suis longue à réfléchir avant de parler, mais je vais juste simplement ajouter que effectivement, je crois que la ligne générale de la politique américaine sur le Moyen-Orient, c'est sortir du Moyen-Orient. Quel que soit le président, ça a commencé sous Obama et ça se continuera sans doute si Joe Biden gagne les élections, à une exception près qui est sortir du Moyen-Orient parce qu'il n'y a plus le pétrole, parce qu'ils en ont marre des guerres, etc. À une exception près, c'est la sécurité d'Israël. Et donc, la sécurité d'Israël, c'est contre l'Iran. Voilà. Donc ça reste les deux points fixes. Défendre Israël, détruire l'Iran, et que ce soit Biden ou Trump, je crois que la politique à l'égard de l'Iran restera strictement la même sous Joe Biden qu'avec Donald Trump. Et donc le Liban est, je dirais presque inexistant dans la carte mentale américaine, pratiquement inexistant. Et mon deuxième point, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la diplomatie de Joe Biden si jamais il était élu. Ça ne sera pas l'Amérique d'avant, l'Amérique qu'on a connue du temps de Clinton, ou dont je ne suis pas sûr d'ailleurs que Clinton ait été très pro-européen. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que l'isolationnisme américain est une tendance lourde, très lourde, qu'elle transcende les démocrates et les républicains. Cette idée que l'Amérique, l'isolationnisme d'une part, et la défense des intérêts américains. Ce sont les deux choses qui, à mon avis, caractériseront aussi bien Biden que Trump s'il est réélu. Et je ne suis pas sûr que l'échec de Trump soit aussi certain que certains commentateurs ont l'air de le croire. Michaëla Wiegel. Oui, avec quand même, je crois, un changement notable qu'on peut attendre concernant l'Iran, parce que quand même, Biden s'en sert dans la tradition, dans la continuité d'Obama, dont un des grands achèvements était l'accord nucléaire. Et donc, je crois qu'il a déjà dit, d'ailleurs, maintenant, ça dépendra beaucoup plus de l'attitude de l'Iran, qui est allé maintenant très loin dans les violations de cet accord. Mais je crois que la relation avec l'Iran pourrait quand même évoluer. Même si je ne suis pas très optimiste sur les chances de gagner de Joe Biden, je crois que ça, c'est un domaine où ça pourrait avoir aussi des répercussions sur le Liban. S'il y avait une dernière question, nous la prendrions, et s'il n'y en a pas, nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain Nouvel Esprit Public. Merci à vous.